Effectivement, deuxième intervention de cette session par Madame Christelle Boulanger, qui est une ancienne de Médecins du Monde, hein, et ancienne directrice de l'initiative 5% en France, aujourd'hui responsable de l'édition francophone de AIDSpan, qui est un observateur au fond global. Madame Boulanger, donc vous êtes à distance. J'imagine que vous nous entendez bien. Et la parole est à vous. Comme on doit terminer notre session à 11 heures, je vous demanderai bien de tenir jusqu'à 10h45, qui est l'horaire de fin prévu de votre intervention, pour qu'on puisse avoir des questions ensuite. Merci. C'est à vous. Merci beaucoup de votre présence à cette 16e journée scientifique et merci de m'avoir invitée. Je m'appelle Christelle Boulanger, comme l'a dit Gilles avant. Je suis consultante dans le domaine de la santé publique. Je travaille également pour AIDSpan, l'Observatoire indépendant du Fonds mondial. Et c'est à moi que revient le grand honneur d'ouvrir cette journée sur pour revisiter les luttes contre VIH, paludisme et tuberculose à l'heure de la Covid, avec une présentation qui vous donnera des éléments sur le bilan du Fonds mondial qui a fêté ses 20 ans en 2022 et sur cette nouvelle stratégie qui va commencer à être déployée et qui fait évoluer le Fonds mondial d'un fonds vertical sur les 3 pandémies vers une structure de plus en plus engagée dans le financement des systèmes de santé. Donc juste quelques informations sur AIDSpan. Vous voyez que, il était appelé le poil à gratter bienveillant du Fonds mondial. Donc AIDSpan fête également ses 20 ans puisque l'organisation a été créée en même temps que le Fonds mondial et par des acteurs qui avaient appelé de leur vœu la création du Fonds mondial. L'idée était vraiment, d'accompagner cette nouvelle structure qui était quand même relativement révolutionnaire à l'époque et de la rendre le plus redevable possible en matière d'action, de résultats d'impact et aussi l'utilisation des fonds qui lui étaient confiés. Donc notre statut est un statut d'observateur indépendant. Nous sommes membres observateurs du conseil d'administration du Fonds mondial qui se réunit 2 fois par an et nous avons accès à beaucoup d'informations qui parfois d'ailleurs est plutôt confidentielle pour travailler à l'analyse, aux enquêtes et à une meilleure pédagogie en ce qui concerne le Fonds mondial. Donc la manière de travailler, nous menons des études et des enquêtes indépendantes sur certains sujets qui nous paraissent importants. Nous analysons le fonctionnement du Fonds mondial et nous publions une lettre d'information bimensuelle en français et en anglais qui vous donne énormément de clés d'analyse et de compréhension de ce qui se passe au Fonds mondial et des enjeux clés. Depuis quelques années, nous développons aussi des projets propres qui sont en général des projets de renforcement des capacités. Donc vous voyez ce projet qu'on appelle SAI, qui est le renforcement des compétences des cours des comptes des pays dans lesquels on reçoit de l'argent du Fonds mondial pour les inviter à auditer les subventions du Fonds mondial, qui en général sont auditées plutôt par des cabinets externes. Et l'idée, c'est que les pays eux-mêmes soient en capacité d'évaluer les résultats de ces subventions, de voir comment elles contribuent je dirais, aux indicateurs de santé dans le pays. Le deuxième projet de renforcement des compétences qu'on a lancé cette année appuie en fait le ministère de la Santé en RDC pour mettre en œuvre la subvention renforcement du système de santé en RDC. Alors, comme je le disais, le Fonds mondial fête ses 20 ans. Il a été créé en 2002 et cet anniversaire coïncide avec la 7e campagne de reconstitution des ressources, c'est-à-dire la 7e fois que le Fonds mondial s'adresse à ses bailleurs pour leur demander de remettre de l'argent pour continuer le travail. Donc, comme vous le voyez, le Fonds mondial est le principal bailleur de la tuberculose, hein, c'est-à-dire que 76% des fonds de lutte contre la tuberculose proviennent du Fonds mondial et du paludisme, avec 63%. En revanche, les investissements dans la lutte contre le VIH ne représentent que 30% de l'ensemble des financements. Le Fonds mondial finance les 3 maladies et le renforcement de système dans 129 pays, mais il ne finance pas les 3 composantes dans tous les pays. C'est-à-dire que dans certains pays, il va financer que le VIH, dans d'autres, il va financer VIH, tuberculose, en fonction des progrès qui sont effectués dans la lutte contre les maladies. Et vous voyez la carte sur votre droite, donc la très grande majorité des financements est octroyée à l'Afrique subsaharienne, 74%. En deuxième vient l'Asie et le Pacifique avec 16%.
Et puis ensuite, ça se répartit de manière un petit peu égale entre, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, l'Europe de l'Est, Asie centrale et l'Amérique latine. Ce qu'il faut savoir, c'est que, le Fonds mondial a une stratégie de sortie d'un certain nombre de pays quand ces derniers deviennent des pays à revenus intermédiaires et quand leurs résultats programmatiques montrent qu'on est sur la bonne voie. Et c'est notamment le cas en Amérique latine, dans les Caraïbes et l'Europe de l'Est, hein, qui, pour certains, ont commencé leur transition vers, un départ du Fonds mondial. Donc si on regarde les maladies l'une par une, évidemment la maladie sur laquelle le succès est le plus grand est quand même le VIH, puisque dans les pays où le Fonds mondial intervient, le nombre de décès liés au sida a diminué de 70 entre 2002 et 2021, notamment grâce à cet accès au traitement qui s'est quand même beaucoup, généralisé, en 20 ans. Donc aujourd'hui, le nombre de personnes ou le pourcentage, pardon, de personnes qui nécessitent un traitement, et qui ont effectivement été placées, sous antirétroviraux est passé de 23 en 2010 à 75 en 2021. Heu, à noter que la Covid-19 a momentanément ralenti les services de dépistage, de prise en charge et de recherche des perdus de vue. Donc si l'on regarde le rapport qui vient juste de sortir, qui est le rapport de l'année, 2021, aujourd'hui, on a plus de 23 millions de personnes qui sont sous traitement, antirétroviral, et 70,8 millions de tests dépistage qui ont été effectués dans l'année. En ce qui concerne le paludisme, alors les résultats sont peut-être, moins importants. Dans les pays où le Fonds mondial investit, le nombre de décès, imputables au palu, a diminué que de 26. C'est un résultat qui peut paraître décevant, notamment, parce qu'il s'accompagne d'une hausse de la mortalité, dans certains pays endémiques et que les investissements qui sont faits en matière de paludisme sont quand même très importants. Finalement, en 2021, c'est vrai que l'offre de services de prévention contre le paludisme, notamment la chimioprophylaxie pour les femmes enceintes, continue de croître, afin de protéger un nombre croissant de personnes contre la maladie. Donc vous voyez les chiffres à droite, qui sont des chiffres très impressionnants évidemment. 133 millions de moustiquaires qui ont été distribués, dans le monde, dans les pays qui reçoivent de l'argent du Fonds mondial. 280 millions de cas présumés, de palud qui ont été testés et 148 millions de cas de paludisme traités. En ce qui concerne la tuberculose, là aussi, les résultats sont un peu, décevants et les progrès sont trop lents et on assiste aussi à un désaccord sur les investissements. Il faut savoir qu'au moment de la discussion donc qui a eu lieu, en 2021 et au premier semestre 2022 sur comment répartir la prochaine enveloppe pour le prochain cycle qui commencera en 2024, il y avait un désaccord profond entre, certaines délégations, qui souhaitent, que le pourcentage, d'investissement réservé à la tuberculose augmente, puisque c'est des 3 maladies celle qui reçoit le moins d'argent et ceux qui pensent qu'on a avant tout un problème dans la manière de, mettre en œuvre les interventions et même de les imaginer. C'est-à-dire, des interventions avec des outils, qui sont peut-être trop vieux, pas assez performants et qui ne permettent pas de travailler correctement. Donc vous le voyez, dans les pays où le Fonds mondial investit, le nombre de décès imputables à la tuberculose a diminué de 21 entre 2002 et 2020. Il y a un véritable effort, hein, pour accélérer le dépistage et le traitement à la tuberculose et pour, notifier les cas que l'on n'a pas encore trouvés. Et aujourd'hui, même si on le verra plus tard dans la présentation, la tuberculose est des 3 maladies celle qui a été le plus impactée par la Covid, les services ont repris et on voit à nouveau, un nombre de personnes sous traitement augmenter. Donc en 2021, 5,3 millions de personnes ont été mises, sous antituberculeux, et vous le voyez, 395 000 personnes sont sous traitement préventif. Donc le Fonds mondial investit également dans le renforcement du système de santé. Donc depuis sa naissance, 9,4 milliards de dollars ont été investis. Et au cours du cycle actuel, hein, puisque vous savez que le Fonds mondial travaille par cycle de 3 ans, donc pour le cycle dans lequel nous sommes actuellement, le Fonds mondial investit pratiquement 5 milliards de dollars, soit environ un tiers des investissements totaux. Alors, vous voyez comment ça se répartit sur le graphique de droite.
L'investissement, très important fourni par le Fonds mondial en matière de piliers du système, c'est le SNIS, c'est-à-dire le système national d'information sanitaire. Il y a eu un effort très important qui a été fourni par le Fonds mondial, là, en collaboration avec d'autres bailleurs et notamment Gavi, pour installer, des systèmes qui permettent de remonter les données. Alors, le choix a été fait, en collaboration avec l'OMS, de déployer le DHIS2, qui est donc un système d'information, qui regroupe en fait même d'autres systèmes. Il y a un système d'interopérabilité, donc vous voyez qu'on a eu, quand même un investissement très important dans ce domaine et qui explique aussi quand même aujourd'hui, même si tout est perfectible, on a quand même des difficultés sur, la promptitude, et sur la complétude des données qui arrivent. Et puis, il y a aussi des questionnements sur leur qualité, mais on a quand même un effort très important dans ce domaine. Ensuite, vous voyez qu'il y a un investissement important en matière de ressources humaines en santé. Donc, sous cette catégorie, on met la formation du personnel de santé et puis le paiement de primes, ce qui peut ne pas paraître un renforcement du système. Vous voyez que pratiquement à égalité, vous avez du renforcement de la chaîne d'approvisionnement, c'est-à-dire les systèmes qui permettent de stocker et de distribuer les médicaments. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la livraison des médicaments au dernier kilomètre, c'est-à-dire jusqu'au centre de santé. Et le Fonds mondial a effectivement investi beaucoup dans les espaces de stockage, dans de la formation pour quantifier, c'est-à-dire pour calculer les besoins en traitements et en médicaments, et pour tenter de distribuer le mieux possible les médicaments à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Enfin, vous voyez qu'il y a un investissement en augmentation dans ce qu'on appelle les systèmes communautaires. Alors là, on parle vraiment des agents de santé communautaire, relais communautaires, donc qui font partie du système et qui sont en fait le premier point de contact entre la communauté et les centres de santé. C'est ce renforcement du système, heu, est compris d'une manière assez spécifique au Fonds mondial, hein. Il est vraiment vu comme un investissement complémentaire de celui qui est effectué dans la lutte contre les maladies, puisque pour soutenir cette lutte contre les maladies, il faut un système solide, en particulier sur les axes laboratoires, hein, pour le dépistage et le suivi de la charge virale, chaîne d'approvisionnement pour livrer les médicaments, ressources humaines en santé dont on a besoin qu'elles soient à la fois bien formées et en quantité, et dans le système d'information sanitaire. Ce RSS est planifié sur 3 ans, puisque c'est le cycle de la subvention, ce qui rend parfois les investissements peu structurants. C'est-à-dire qu'on se pose quand même tous les 3 ans la question de savoir si on continue ces investissements ou pas. Or, vous le savez aussi bien que moi, il est difficile de se dire qu'en 3 ans, on met en œuvre un projet structurant en matière de système de santé. Enfin, dernière chose, ces fonds sont, confiés aux acteurs de mise en œuvre, donc aux bénéficiaires principaux, souvent qui travaillent sur une maladie, ou bien à des unités de gestion qu'on a créées de manière un petit peu, ad hoc comme ça dans les ministères. Et en fait, ça crée des problèmes sérieux de gouvernance puisque les directions qui habituellement, sont, concernées par le renforcement du système ne sont souvent pas à la manette de la mise en œuvre de ces financements. Vous le savez peut-être, le Fonds mondial, qui est un partenariat, c'est le premier principe, a un fonctionnement assez spécifique. D'abord, contrairement aux agences onusiennes, il n'y a pas de présence du Fonds mondial dans les pays bénéficiaires. L'équipe du secrétariat se trouve à Genève et ce sont les acteurs pays, c'est-à-dire les programmes maladies, les directions, qui sont à la manœuvre. Hem, il y a un organe de gouvernance qu'on appelle l'instance de coordination nationale qui supervise la mise en œuvre, dans laquelle vous allez retrouver des représentants des ministères publics, du secteur privé, de la société civile, mais le Fonds mondial en lui-même ne se trouve pas dans le pays. La raison principale, c'est que le Fonds mondial se voit comme un bailleur complémentaire, des stratégies et des financements à la fois domestiques et d'autres partenaires. C'est la raison pour laquelle les investissements du Fonds mondial, se basent sur les plans stratégiques nationaux maladies, donc ce qu'on appelle les PSN, et sur les plans nationaux de développement sanitaire, les PNDS, qui régissent le développement du système de santé. L'idée, c'est que le Fonds mondial participe au financement de ces plans dans une logique de complémentarité.
si vous voulez. Ce qui veut dire que le Fonds mondial a une stratégie globale d'élimination des 3 maladies. En revanche, dans chaque pays, il se cale sur la stratégie pays et répond à une demande du pays qui va leur dire sur quoi il souhaite que le Fonds mondial soit un collaborateur. Enfin, une autre spécificité du Fonds mondial, c'est le rôle qu'elle fait jouer à la société civile. Vous le savez, la société civile, notamment dans le domaine du VIH, extrêmement active. On est un peu les héritiers de ce mouvement du patient expert. Et donc, en matière de VIH et dans une moindre mesure, dans le paludisme et la TB, on a beaucoup d'organisations qui se sont créées et qui ont bénéficié du soutien du Fonds mondial. Donc, elles sont bénéficiaires de leurs fonds. Des réseaux se sont également créés, que ce soit des réseaux de personnes vivant avec le VIH, des réseaux de populations clés, des réseaux d'anciens patients tuberculeux. Et donc, depuis 2012, elles sont même autorisées à devenir bénéficiaires principales, c'est-à-dire recevoir une enveloppe assez importante et compléter, en fait, les investissements du ministère par des interventions communautaires. C'est le cas au Mali avec Arcade Santé, qui était avant Arcade Sida. C'est le cas en RDC avec Sanru, qui s'appelle Santé Rurale. En Côte d'Ivoire, avec l'Alliance Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le Fonds mondial rencontre beaucoup de défis. Donc, j'en ai résumé quelques-uns. La liste n'est pas exhaustive et on pourra revenir dessus dans la séance de questions-réponses. Mais disons que ce sont les défis qui ont un impact et limitent les résultats du Fonds mondial. Donc, le premier, c'est la lourdeur et la complexité croissante du système. Au départ, le Fonds mondial avait quand même prévu d'être un système léger. C'est aussi la raison pour laquelle il n'avait pas de bureau dans les pays. C'est un outil financier, donc qui gère le risque, en particulier le risque financier, mais qui cherchait à être flexible. Dans les faits, les procédures d'engagement, les procédures de mise en œuvre, le rapportage, tout cela est très lourd et contraignant pour les acteurs de mise en œuvre, et on sent une forme de blocage aujourd'hui à revenir à un format plus simple, plus réactif et qui pèse moins sur les acteurs de mise en œuvre. Ce qu'il faut savoir, c'est que les bénéficiaires principaux, c'est-à-dire ces acteurs qui reçoivent l'argent directement du Fonds mondial et donc qui lui sont redevables, sont quand même soumis à beaucoup de bureaucratie, de paperasse, de processus, de procédures qui les éloignent finalement de la mise en œuvre. La deuxième chose, c'est la verticalité du système. Que ce soit à Genève, où finalement le secrétariat est complètement organisé avec d'un côté les experts maladies, de l'autre côté des experts du renforcement du système, et puis au milieu on a les équipes opérationnelles. Il y a une forme de travail en silo et par maladie qu'on a du mal à combattre. On retrouve ça sur le terrain, et c'est vrai que les actions financées par le Fonds mondial tendent à cloisonner les interventions et les acteurs. Vous allez avoir la subvention VIH qui va travailler sur le VIH, un petit peu sur la tuberculose pour la co-infection, la tuberculose qui travaille sur la tuberculose, le palu sur le palu. Et donc, on a des acteurs qui se parlent peu, qui collaborent peu, alors que le patient, qui doit être au centre, est bien le même. Et de la même manière, on a un système Fonds mondial qui est peu perméable et collabore peu avec les autres acteurs du système, notamment avec des programmes comme celui de la mère et de l'enfant, alors qu'il est difficile de travailler notamment sur la prévention du paludisme chez les femmes enceintes, sur la PTME, donc la prévention de la transmission mère-enfant, si on ne travaille pas avec ces programmes. De la même manière, on travaille peu avec la direction de la lutte contre les maladies et notamment les programmes de maladies chroniques non transmissibles, alors qu'avec le vieillissement des personnes qui vivent avec le VIH notamment, on est confronté à des comorbidités sur lesquelles il faudrait travailler, et c'est aujourd'hui l'un des grands défis des subventions. Un autre défi qui est important, c'est que finalement, on a construit un système parallèle également dans la mise en œuvre, puisque ce qu'on appelle les bénéficiaires principaux, c'est-à-dire ceux qui vont recevoir l'argent du Fonds mondial, sont pas toujours les ministères. On a souvent, en particulier dans les pays fragiles, ce sont des ONG internationales qui vont recevoir les fonds. Ça peut être Save the Children, ça peut être CRS, ça peut être Cordaid, ou bien des agences onusiennes. L'UNOPS reçoit des financements, le PNUD est un bénéficiaire principal, ou des ONG nationales.
Et finalement, tout cela, ça accentue la mise en place d'interventions qui échappent au système. Hein, par exemple, les Nations unies, elles ont leur propre chaîne d'approvisionnement. Le PNUD a même sa propre plateforme d'approvisionnement au Danemark et elle fait son transport de son côté et sa distribution en dehors de la chaîne d'approvisionnement nationale. Les salaires spécifiques qu'on va verser à toutes les personnes qui travaillent pour ces bénéficiaires sont évidemment des salaires décalés et qui ne sont pas du tout en rapport avec les salaires des employés du ministère. La manière dont on va mettre en œuvre les activités et dont on va les planifier, surtout au niveau décentralisé, sont pas du tout faites en lien avec les directions, qu'elles soient régionales ou provinciales. Donc, pour vous donner un exemple, quand on travaille au Mali, en RDC ou dans des grands pays comme cela, les interventions sont planifiées au niveau central entre ce bénéficiaire principal et les programmes, et finalement, les directeurs régionaux ou provinciaux ne sont pas du tout associés à cette planification, ce qui retarde énormément la mise en œuvre des subventions et ce qui crée un très gros décalage entre ce que le Fonds mondial finance et ce que le reste du système met en œuvre. Enfin, dernier enjeu important, c'est la question du financement du Fonds mondial dans les contextes fragiles ou les contextes d'insécurité. Or, aujourd'hui, en particulier en Afrique et en particulier dans la zone francophone, vous avez beaucoup de pays qui sont en train de vivre des situations d'insécurité, de gouvernance extrêmement fragiles. Et il y a une politique au Fonds mondial qui permettrait normalement de travailler avec plus de flexibilité et d'adaptation dans des situations complexes. Et dans les faits, il y a peu de différence entre la mise en œuvre dans ces contextes fragiles et la mise en œuvre dans des contextes plus stables. Là encore, il y a toute une réflexion sur une collaboration avec les ONG humanitaires. C'est le cas déjà au Mali, où on travaille avec 6 organisations humanitaires, pour aussi sortir un petit peu les acteurs du Fonds mondial de leur écosystème programmes verticaux et de travailler avec d'autres acteurs. Le Fonds mondial donc est né en 2002, on fête ses 20 ans et on voit bien les évolutions de sa stratégie. Au départ, on avait une stratégie très claire d'élimination des 3 pandémies, telles que c'était exprimé dans les objectifs du millénium, puis les objectifs du développement durable. En 2017, donc travaillé en 2016, pour la première fois, la stratégie s'est enrichie de 2 nouveaux piliers. Un pilier très important, droits humains, genre et communauté, avec l'idée que, en particulier le VIH, mais ce serait aussi le cas pour la tuberculose, les patients sont victimes de discrimination, de stigmatisation, et que tout cela, finalement, limite les progrès de la maladie, les progrès contre la maladie, puisqu'on a du mal à accéder aux patients. Et donc l'idée que pour accéder à ces patients, il faut travailler avec les communautés et qu'il faut aussi tenter de rendre l'environnement moins hostile. Le deuxième pilier, c'était celui du renforcement des systèmes de santé, qui dans le vocabulaire du Fonds mondial s'appelle SRPS, donc l'appui au système résilient et pérenne pour la santé. C'était la première fois qu'on exprimait de manière très claire l'idée que si l'on n'appuie pas le système auquel s'accrochent les maladies, on n'arrivera plus à progresser. La stratégie qui va débuter en 2023, qui a été travaillée toute l'année 2022, elle est encore plus nettement en évolution par rapport aux stratégies précédentes. Ce qu'il faut se dire, c'est que la Covid a été finalement un point d'inflexion extrêmement important. On s'est retrouvé face à des systèmes de santé saturés, des systèmes de santé qui avaient du mal à réagir effectivement à la Covid, avec des formations sanitaires qui ou bien étaient désertées parce qu'on avait peur, ou des services d'urgence extrêmement saturés, en sachant que pour beaucoup de pays en voie de développement, ces services d'urgence étaient peu structurés, peu financés. Et aussi on a assisté à une implication importante des PTF avec des fonds d'urgence qui ont été versés de manière extrêmement rapide et assez désorganisée dans les pays. Tout cela a créé d'une part ce recul dans les résultats dont on a parlé auparavant, donc ça questionnait aussi le Fonds mondial, c'est-à-dire on a perdu 5 ans de résultats en matière de VIH, qu'est-ce qu'on fait pour tenter de les rattraper
où se situe le Fonds mondial dans l'écosystème en fait des bailleurs en santé, et qu'est-ce qu'on doit faire différemment, si on veut que, les patients, aient accès à des services de qualité, en quantité, suffisante. Du coup, on a ajouté des choses par, cette notion donc, qui d'ailleurs a été, développée par, l'OMS, de services de santé centrés sur le patient. Puisque c'est le même patient, qui a besoin de services de santé en matière de paludisme et qui peut être amené à en avoir besoin pour la tuberculose ou le VIH. Donc on se centre sur les patients, sur ses besoins et aussi sur les obstacles qui entravent son accès aux soins. Deuxièmement, la communauté également est au centre et on doit travailler de plus en plus avec les acteurs communautaires, que ce soit les acteurs du système, ou des acteurs associatifs. Entre autres parce que les pays qui progressent quand même le plus difficilement sont des pays dans lesquels l'accès géographique est difficile et dans lequel, en particulier pour les patients du VIH, l'environnement n'est pas très favorable au fait que les personnes qui vivent avec le VIH se découvrent, aillent chercher des soins et se sentent partie prenante de la communauté. Et puis, on a deux objectifs transversaux qui sous-tendent la stratégie. Le premier, c'est renforcer le système pour qu'il soit résilient et pérenne. Et le deuxième, c'est préparer la riposte aux urgences épidémiques. Donc, si vous jetez un œil à la stratégie, à la slide suivante, vous voyez refléter tout cela, c'est-à-dire l'objectif premier du Fonds mondial, c'est bien toujours de lutter contre les trois épidémies, en collaborant avec les personnes et les communautés qui sont donc au centre, et vous le voyez, hein, c'est au centre du schéma, et répondre à leurs besoins de santé. Vous avez ces fameux objectifs qui se renforcent mutuellement. Donc, d'une part, on cherche à renforcer des systèmes qui soient centrés sur la personne, avec des services intégrés au plus près du patient. C'est-à-dire, en gros, pour aller vite, on renforce les soins de santé primaire. Deuxièmement, on maximise l'engagement des communautés et leur leadership, pour, exprimer les besoins, mais aussi pour y répondre. Et enfin, on travaille sur l'égalité des genres, puisqu'on sait parfaitement que l'inégalité femmes-hommes a des conséquences importantes sur l'accès, en particulier des femmes et des enfants à la santé et sur les droits humains. Donc ça, ce sont les trois objectifs qui se renforcent. Et puis, vous avez cet objectif évolutif qui est tout à fait nouveau et qui d'ailleurs a donné lieu à d'intenses discussions pendant l'élaboration de la nouvelle stratégie, c'est contribuer à la préparation et à la riposte aux pandémies. C'est-à-dire que, notamment, cet objectif sur le renforcement du système doit permettre de travailler sur la bonne préparation des systèmes de santé à de possibles résurgences épidémiques. Pour comprendre cet objectif, il faut revenir un petit peu sur la Covid et les effets qu'elle a eus dans les pays soutenus par le Fonds mondial. Donc, comme partout, hein, la Covid a été un facteur de perturbation majeure pour les programmes financés par le Fonds mondial. On s'est rendu compte dès le début, donc dès le mois de mars, que les plans d'atténuation ou de mitigation étaient finalement peu fréquents, pas à jour, souvent peu réalistes et pas financés, même pas budgétés. Donc on n'avait pas de plan de mitigation ou des plans de mitigation assez peu clairs sur la manière dont on protégeait le système et on protégeait les programmes maladies face à une épidémie. Deuxièmement, dans la plupart des pays dans lesquels le Fonds mondial investit, on a eu, comme en Europe, des couvre-feux, des confinements, des limitations dans les mouvements, et tout cela a gravement perturbé les activités. Toutes les activités communautaires ont dû être suspendues ou en tout cas retravaillées, puisque très souvent, vous le savez, quand on travaille les populations clés, on travaille aussi la nuit, on travaille dans la rue. Même chose pour le paludisme, il a fallu revoir notamment les campagnes de masse, puisqu'on ne voulait plus réunir une grande masse de population au même endroit et passer sur des interventions en porte-à-porte. La fermeture de l'espace aérien était aussi un problème majeur. Vous le savez peut-être, le Fonds mondial a mis en place cette plateforme internationale qu'on appelle Wambo, qui est une plateforme d'achat en fait, hein, et aujourd'hui la majorité
des achats du Fonds mondial se passe au niveau international. Avec la fermeture des espaces aériens, évidemment, on a eu cette difficulté d'approvisionnement. Il a fallu revenir à des achats locaux quand c'était possible. Or, le fait d'avoir un petit peu déserté les achats locaux depuis des années a posé des problèmes. On n'avait plus de fabricants et de fournisseurs préqualifiés et dans les dans les je dirais les programmes, nationaux en matière d'achat, on a aussi perdu un petit peu, cette compétence d'achat et de négociation avec les fournisseurs puisqu'on a laissé ça entre les mains du Fonds mondial. Donc tout ça a été, extrêmement difficile. Enfin, pour la tuberculose, il faut savoir que c'est la maladie pour laquelle on a eu le plus grand retard en matière de dépistage, puisque les machines d'Inexpert ont été détournées pour tester la Covid. Donc tous ces événements ont beaucoup pesé sur la décision du Fonds mondial de désormais prendre en compte cette question des résurgences épidémiques. Si on fait le bilan épidémiologique de la Covid, on voit effectivement qu'en matière de VIH, par exemple, on a eu, un recul, sur le nombre de personnes, touchées par les services, de prévention. On a une diminution de 11 des personnes touchées par la prévention en 2020 et 2021 et on a une baisse, par exemple, du nombre de mamans qui reçoivent les médicaments dans le cadre de la PTME. Les services qui ont le plus chuté sont les services de dépistage, évidemment, puisque les activités communautaires se sont arrêtées à un moment donné et que les patients n'allaient plus vers les services de santé. En ce qui concerne la tuberculose, comme je le disais avant, on a eu un net recul effectivement dans le nombre de nouveaux patients traités. Finalement, c'est le paludisme qui s'en est le mieux tiré parce qu'on a assez rapidement revu les interventions pour passer d'interventions de masse à d'interventions au porte-à-porte et parce que c'est finalement une maladie qui est très bien traitée au niveau communautaire et que notamment les agents de santé communautaire qui, eux, n'ont pas cessé de travailler, les organisations de la société civile non plus, peuvent traiter le palud simple. Et on le voit aussi, il n'y a pas que, évidemment, les pandémies qui ont été touchées. Dans le domaine de la vaccination, on a eu un recul très important qui fait qu'aujourd'hui, même en 2022, hein, on estime que 70% des cibles vaccinales ne seront pas atteintes. Si on fait un petit peu le bilan du Fonds mondial, on a une conférence de reconstitution qui a eu lieu à New York au mois de septembre. Le cadre institutionnel prévoyait 18 milliards de dollars. C'est la somme qui était nécessaire pour sous-tendre la nouvelle stratégie du Fonds mondial. Et on estime aujourd'hui qu'on aura obtenu, quand tous les bailleurs se seront prononcés, puisque certains se prononcent encore, entre 15 milliards 5 et 16 milliards. C'est-à-dire qu'en gros, on a un gap de 2 milliards qui ne sera pas comblé. Donc, qu'est-ce qu'on doit aujourd'hui prioriser et quelles évolutions sont nécessaires pour que le Fonds mondial continue d'être un partenaire efficace? En matière d'évolution pour le Fonds mondial, la Covid a aussi eu des conséquences importantes. La première, c'est l'assouplissement du cadre du risque. Puisqu'on ne pouvait plus conduire d'audit dans les pays et que l'inspecteur général et son équipe n'ont pas pu se rendre dans les pays pour auditer, que l'agent local du fonds, qui est en général un cabinet privé qui vérifie à la fois les investissements et que les activités ont bien lieu, n'a pas pu travailler de la même manière. Que les équipes pays à Genève n'ont pas pu se déplacer, il a bien fallu accepter un risque supplémentaire. Et le risque notamment d'abord de malversation, il y a eu beaucoup d'argent versé pour les activités Covid, et ensuite accepter le risque que les activités n'aient pas lieu et qu'on remonte des informations qui soient fausses. Et donc, c'était intéressant de voir que le board, donc le conseil d'administration du Fonds mondial, a accepté ce risque supplémentaire. Deuxièmement, c'est l'adaptation et l'intégration dans les activités de routine des activités qui visent à atténuer les effets néfastes de la Covid. Et ça, c'est intéressant. Aujourd'hui, les programmes sont dotés de plans de mitigation. Et on est plus capable qu'avant de passer d'un programme de routine à un programme dans lequel, si on a une nouvelle épidémie, on ajoute des activités qui permettent de protéger à la fois les acteurs qui travaillent dans ces programmes et les interventions. La troisième chose, c'est l'intégration d'activités nouvelles ou du renforcement de certains piliers du système. On a mis beaucoup d'argent dans la surveillance, et notamment la surveillance à base communautaire, c'est-à-dire la surveillance qui passe aussi par les agents de santé communautaire
par les associations, par les leaders politiques et religieux, et qui donnent des informations supplémentaires sur des alertes. La deuxième chose, c'est on a investi dans la simulation et la préparation aux urgences, c'est-à-dire dans certains pays qui connaissent habituellement des urgences épidémiques, et il y en a un certain nombre, on a des équipes d'intervention rapide qui sont déjà en place, et maintenant le Fonds mondial finance leur simulation. La fabrication et l'utilisation de l'oxygène, vous savez qu'au début de la Covid, on le savait déjà, mais ça a été confirmé. Il y avait très peu d'oxygène dans les pays, en particulier les pays africains. Ils ne le produisaient pas eux-mêmes, ils l'achetaient, et il y avait assez peu de compétences pour l'utiliser. Donc, on a fait de gros investissements en matière d'oxygène, de centrales d'oxygène, qui permettent aux pays africains d'être indépendants et autonomes dans la fabrication de leur oxygène, et beaucoup de formation aux équipes notamment de réanimation pour pouvoir l'utiliser. On a aussi beaucoup investi dans le séquençage et même dans les activités qui accompagnent la vaccination. Le Fonds mondial a été obligé d'intervenir, d'interagir avec de nouveaux acteurs du système qu'il connaissait mal, notamment les directions des urgences ou bien les comités ad hoc qui ont été mis en place pour riposter. Par exemple, en RDC, le secrétariat technique, qui est un organe qui a été créé par ordonnance présidentielle, qui gère Ebola et qui aujourd'hui gère Covid, n'était pas du tout un acteur qui travaillait avec le Fonds mondial. Et aujourd'hui, il reçoit des subventions du Fonds mondial pour travailler sur la Covid. On a intégré dans la plateforme Wambo des nouveaux produits Covid, et on a transformé la culture de travail comme partout ailleurs. Aujourd'hui, le Fonds mondial travaille en télétravail et il y a des procédures d'approbation simplifiées. Une des choses qui est importante et qui, aujourd'hui, est un enjeu pour le Fonds mondial s'il souhaite que ces investissements soient efficaces, c'est la question de l'apprentissage interne et du partage des résultats. Le Fonds mondial n'est pas une organisation apprenante. Elle a développé un système de rapportage, donc semestriel et annuel, qui aujourd'hui est un peu dépassé. Vous avez une structure qui était le comité d'évaluation, qui a commandité de nombreuses études et évaluations qui sont souvent un peu restées lettres mortes. Il y a une réforme qui a été conduite ces 2 dernières années, justement, sur la fonction évaluative, et qui a débouché sur la création d'un nouveau département de l'évaluation dont on attend beaucoup. Il faut savoir que les subventions tous les 3 ans, elles ne sont pas évaluées. Hein, les partenaires financent la revue des plans stratégiques et la revue des plans de développement sanitaire. Il y a une revue en interne qui est faite des portefeuilles avant chaque début de subvention, mais vous n'avez pas d'évaluation. Et ça, c'est un vrai problème. Le cadre de performance global du Fonds mondial est bien présenté au conseil d'administration tous les 6 mois, donne lieu à des discussions importantes, sans plus. Il y a peu de partage d'expérience au sein des équipes pays du Fonds mondial. Chaque équipe travaille un peu en silo, par manque de temps et par manque d'espace d'apprentissage, et on a une véritable perte de valeur ajoutée et d'opportunités. Pour mettre en application d'abord des conclusions de recherche opérationnelle, il y a beaucoup de recherche opérationnelle qui est faite sur plein de sujets, ou sur des évaluations thématiques. Et enfin, le temps très court qui est octroyé dans l'écriture des subventions, finalement, permet peu d'innovation dans les activités. C'est plus facile de financer toujours la même chose, pour lequel on a déjà des coûts, pour lesquels on sait déjà quels vont être les acteurs qui vont travailler, que de financer des nouvelles activités. Et du coup, ça donne parfois lieu à un impact qu'on n'est pas tellement en mesure d'évaluer. Par exemple, la formation, ça représente des millions de dollars. On est assez peu capable d'identifier vraiment les nouvelles compétences acquises et les nouvelles pratiques. Aujourd'hui, le Fonds mondial est face à une triple équation. La première, c'est continuer à lutter contre les 3 épidémies pour une élimination, même si on sait qu'aujourd'hui, cette élimination n'aura pas lieu. Il faut continuer à investir. Il faut se recentrer sur la prévention qui a été vraiment très oubliée et qui fait qu'aujourd'hui, on a vraiment de nouvelles infections qu'on n'arrive pas à juguler avec le nombre de personnes mises sous traitement, en sachant que plus on met de nouvelles personnes sous traitement, plus les subventions contiennent d'achats de médicaments qui sont chers. Et alors qu'en même temps, on a des besoins pour traiter les maladies chroniques non transmissibles qui sont de plus en plus importants. Ça, c'est le premier pilier de l'équation. Le deuxième, c'est il faut continuer de renforcer le système, mais différemment. Les 3 ans de planification sont trop courts, et surtout les bailleurs du RSS ne s'alignent pas. Les calendriers de planification de Gavi, de la Banque mondiale,
du Fonds mondial sont différents. Les outils de planification ne sont pas les mêmes. Et vous avez aujourd'hui un coût important pour les ministères qui doivent recevoir à chaque fois les demandes de ces bailleurs, leur financement, je dirais en courses dispersées, et ça crée finalement des doublons et assez peu d'efficacité. Troisième chose, c'est continuer de séduire les bailleurs et même attirer de nouveaux partenaires dans un contexte où il y a beaucoup de concurrence dans les urgences, avec un Fonds mondial qui souhaitait vraiment se positionner comme un acteur de réponse aux pandémies et qui se retrouve maintenant face à la Banque mondiale qui vient juste de créer un nouveau fonds qui s'appelle le Fonds pour les pandémies, le FIF en anglais, et qui finalement concurrence les ambitions du Fonds mondial. Et enfin, en interne, la plupart des grands donateurs, peut-être à l'exception des États-Unis, ont remis de l'argent sur le prochain cycle avec l'idée que le RSS, donc le renforcement du système, devait être l'un des investissements majeurs du Fonds mondial pour sa pérennité. Conclusion, le Fonds mondial est bien un majeur de financement dans la lutte contre les pandémies. C'est un bailleur du système de santé. Les investissements en matière de renforcement du système représentent un tiers des subventions, mais on a un vrai besoin de travailler sur l'alignement et la complémentarité entre bailleurs et de se muscler aussi en interne puisque les équipes ont besoin d'être formées. La Covid-19 a bien été un perturbateur, mais elle a aussi été, je pense, une chance pour le Fonds mondial de se positionner différemment et de travailler avec de nouveaux acteurs. Et c'est d'ailleurs à ce titre qu'elle s'est affirmée comme un acteur important de l'écosystème de la santé mondiale. Il semble vouloir se repositionner aujourd'hui et il faut très près ce repositionnement. Et enfin, c'est le moment pour le Fonds mondial d'accélérer sa mue vers un acteur du système de santé pour d'abord muscler ces systèmes de santé qui restent fragiles et pour continuer d'attirer des donateurs publics et privés qui cherchent justement à comprendre en quoi les financements du Fonds mondial pérennisent les activités et les résultats obtenus. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère ne pas avoir été trop longue et on se retrouve tout de suite pour une séance de questions-réponses. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Boulanger. C'était très, très intéressant et très clair, surtout très clair. Je crois que Serge Éolier, à distance, comme co-modérateur, est là. Vous êtes là, Serge? On m'a dit qu'il était là, mais il n'est peut-être pas là. Non. Ok, bon, on espère que vous allez pouvoir vous connecter, Serge. Il y aura certainement des questions dans la salle. Oui, alors les questions dans la salle, les spectateurs, vous pouvez poser des questions juste en dessous du live sur la même page. Mais bon, je rappelle qu'il y a des questions possibles sur le chat. En tout cas, on va peut-être commencer avec des questions de la salle, s'il y en a. Et je vais vous demander, on a une vingtaine de minutes, je vais vous demander de vous présenter pour ceux qui souhaitent poser une question. Merci. Oh, il y en a. Oh, il y en a. Gilles, tu es dispensé de te présenter. Je vais lancer. Bonjour Christelle. Merci beaucoup de ta présentation qui était très, comme l'a dit Emmanuel, très claire. J'ai une question qui en fait est une question un peu, comment dire, globale, c'est le cas de le dire. Ce qui est assez impressionnant au fil du temps, c'est finalement le caractère de gigantisme du Fonds mondial qui, à chaque reconstitution des ressources, augmente son budget, qui est en train de mettre en place une gigantesque plateforme d'achat qu'on peut presque comparer à Amazon, qui est un géant, enfin un géant encore en croissance, dont le périmètre va augmenter, donc, puisque en principe, comme tu l'as très bien expliqué, son mandat semble évoluer vers des investissements plus importants dans la préparation, la riposte aux épidémies, mais aussi le renforcement des systèmes de santé, et que on ne peut pas ne pas se poser des questions sur ce gigantisme et son effet éventuellement délétère, notamment sur les financements domestiques, l'évolution des financements et des engagements domestiques dans le financement de la santé. Deuxième problématique, c'est qu'on l'a bien vu avec
la Covid, quand tu as un gigantesque monopole sur tel ou tel, sur le marché, en l'occurrence là, l'achat des produits de santé, ça stérilise la compétition et notamment les petits systèmes régionaux ou locaux, et ça pose des questions gigantesques sur l'effet néfaste à long terme, même à moyen terme, de ce gigantisme, même si on comprend bien que ça peut s'avérer utile dans un certain nombre de cas. Est-ce que ces questions-là du gigantisme du Fonds mondial, est-ce que ce sont des questions, et on reparlera certainement de cela lors de la table ronde, mais j'aimerais bien avoir ton avis, ce n'est pas une question qui fait l'objet de débats, d'inquiétudes de la part des membres du conseil d'administration, sachant que dans ce conseil d'administration, il n'y a pas simplement des donateurs, mais aussi des bénéficiaires, des organisations, des réseaux de sociétés civiles et des acteurs privés qui sont présents et qui participent aux discussions. Merci, Christelle. Olivier Bouchot. Alors que, comme votre présentation a été tellement claire, je vais m'autoriser une question anecdotique et puis une question peut-être un petit peu plus intéressante. Cette question anecdotique, c'est parce que je n'ai toujours pas trouvé de réponse. Pourquoi est-ce que habituellement on écrit le Fonds mondial avec un S, ce qui grammaticalement pose un souci, et pourquoi la traduction en français de Global Fund, c'est Fonds mondial? Voilà. Plus intéressant, quand on est sur le terrain, le renforcement du système de soins dans les pays à faibles ressources et même tout simplement des salaires qui soient à la hauteur des tâches qu'on demande aux soignants apparaît une évidence. Et pourquoi est-ce qu'il a fallu tant de temps pour que le Fonds mondial, sans S ou avec un S, prenne conscience de la nécessité d'investir, ne serait-ce que pour que sur les axes verticaux qu'il finance, les systèmes de santé aient la capacité de dépenser les fonds, puisque vous avez dit à juste titre, et Gilles l'avait dit aussi, qu'il y avait parfois une sous-consommation des fonds disponibles, faute d'avoir des effecteurs sur le terrain capables de fonctionner et donc de dépenser les fonds. Vous voulez répondre, Madame Boulanger, puis après on prendra une autre série de questions? Oui, merci beaucoup. Alors déjà, bonjour à tous. Merci infiniment pour vos questions. Alors sur le gigantisme du Fonds mondial, il y a plusieurs choses. Il y a la croissance exponentielle du siège et des procédures qu'on ajoute à chaque fois qu'on est confronté à un problème. Et c'est vrai que c'est des discussions qu'on avait souvent à Expertise France. Je me souviens avec Gilles, c'est-à-dire chaque essai de simplification se solde par une complexification. Donc ça, c'est une réalité et je pense que ça fait partie des processus qui sont bien décrits, des processus organisationnels qui sont bien décrits. Quand on a une crise de croissance, et je pense que le Fonds mondial en a vécu une, et la Covid n'a fait qu'aggraver, puisqu'avec la Covid, on a encore recruté une centaine de personnes supplémentaires qui ne sont pas toutes au siège. D'ailleurs, aujourd'hui, si on devait asseoir tout le personnel du Fonds mondial à Genève, il ne tiendrait pas dans les locaux du Fonds mondial. Raison aussi pour laquelle maintenant le personnel n'est plus obligé d'aller que 2 fois au travail par semaine et de déclarer ses jours, entre autres parce qu'il n'y a pas assez de place. Donc on a effectivement une espèce de foisonnement et de croissance exponentielle de la structure qui est problématique et qui fait aussi qu'aujourd'hui, on a trop de travail en silo, peu de partage, peu d'espace de réflexion. Et la deuxième chose, c'est le fait que même si on n'est pas parvenu à ces fameux 18 milliards qui étaient la somme recherchée pour le cadre d'investissement du prochain cycle, on a quand même globalement une progression à chaque cycle parce que le Fonds mondial donne confiance. Je pense que l'un des sujets dans la balance et qui fait qu'on continue, même si on critique le fonctionnement du Fonds mondial, mais on continue quand même de remettre, j'ai envie de dire, un jeton dans la machine,
c'est le fait que c'est certainement l'une des institutions qui gère le mieux le risque financier. Et que pour des bailleurs, ce qui est tout à fait irrationnel, puisque la plupart de ces bailleurs sont aussi des bailleurs de la coopération bilatérale, et que dans le cadre de la coopération bilatérale, ils sont confrontés aux mêmes difficultés dans l'utilisation des fonds, donc ils savent ce que c'est, et ils savent qu'il y a des fonds qui sont pas gérés correctement, mais c'est comme s'ils demandaient au Fonds mondial de régler les problèmes qu'eux-mêmes ne règlent pas dans la coopération bilatérale. Et c'est certainement ce qui explique quand même que, même si on n'est pas forcément toujours confortable avec certaines choses, et c'est vrai que Wambo pose régulièrement des questions, mais malgré tout, et parce que le Fonds mondial arrive à démontrer que dans certains pays, et ce n'est pas le cas de tous les pays, l'achat groupé au travers de Wambo fait faire des économies, et donc dégage de l'argent dans les subventions pour mener des activités, et que c'est un système sûr, en sachant que les passations de marché sont évidemment l'objet de difficultés, pour le dire d'une certaine manière, ça donne des garanties aux membres, je pense, du conseil d'administration. J'ai été surprise de voir que les perturbations qui ont été créées par la fermeture des frontières dans tous les pays, moi j'ai travaillé en Géorgie l'année dernière et j'étais vraiment surprise de voir les effets qu'avait eu la fermeture de l'espace aérien et le fait de ne plus pouvoir s'approvisionner en antirétroviraux, en équipement par exemple pour la réduction des risques, etc. Ça a eu de grosses conséquences en termes de rupture de stock et puis de qualité. Par exemple, les kits de réduction des risques n'étaient pas fabriqués en Géorgie. Et donc, dans l'achat qui a été fait à l'étranger, dans l'achat qui a été fait en local, d'ailleurs, il a fallu trouver qui pouvait fabriquer ces kits. Et ensuite, la qualité n'était pas du tout la même. Ça a finalement donné lieu à peu de débats. Je pense parce que c'est un sujet technique. Ensuite, parce que les questions de façonnage de marché étaient peu adressées jusqu'à présent, trop peu. Il y a peu de spécialistes en interne, même si ça fait partie des sujets de discussion maintenant. Il y a un rapport qui est paru l'année dernière et il y a pratiquement systématiquement au conseil d'administration un sujet sur le façonnage de marché. D'autant plus que vous savez qu'il y a cet accord entre United et le Fonds mondial depuis quelques années, que United est vraiment un bailleur qui travaille sur la question du façonnage de marché. Mais globalement, il y a trop peu de questionnements sur Wambo et sur les effets pervers à long terme. Ça, je suis d'accord. Mais dans une certaine mesure, il n'y a pas non plus beaucoup de délégations au Fonds mondial qui soient très pointues sur ce sujet et qui fassent d'autres propositions. On effleure ce genre de sujet, donc ça laisse aussi la place aux propositions du secrétariat. Sur le fond et fonds, donc fonds avec S et sans S, j'ai absolument pas la réponse, mais je sais que c'est pas le seul fonds qui possède un S. Vous avez, je crois que c'est le Fonds pour l'environnement qui possède un S, c'est pas le seul. À quoi c'est dû, j'en sais rien, mais c'est en tout cas quelque chose qu'on corrige très régulièrement, effectivement, quand des personnes qui ne sont pas habituées au Fonds mondial utilisent le terme. Je n'ai pas bien compris la deuxième question, je suis désolée, qui concernait donc les acteurs et le fait qu'on ne dépensait pas exactement les subventions. Mais je n'ai pas bien compris la question, je suis désolée. Est-ce que c'est possible de la reformuler ? Oui, cette question, c'était uniquement sur le fait que vous avez signalé à juste titre que le Fonds mondial, depuis quelques années, investissait maintenant des sommes significatives dans le transversal, c'est-à-dire dans le renforcement des systèmes de santé. Et ma question était, pour moi et pour plein d'autres, qui allons sur le terrain, personnellement je suis très impliqué au Burundi et au Congo, et on voit bien, et depuis très longtemps, que c'est la faiblesse des systèmes de santé qui font que les choses marchent mal, et que la sous-consommation des financements du Fonds mondial, notamment, auquel vous faisiez allusion, est en partie liée à la faiblesse de ces systèmes de santé. Donc ma question était, pourquoi est-ce qu'il a fallu tant de temps au Fonds mondial
pour prendre conscience de la nécessité d'investir dans les systèmes de santé, dans le renforcement des systèmes de santé, alors que c'était la base de départ pour espérer que les choses se passent bien sur les 3 pathologies concernées. Merci beaucoup. Alors, je pense que vous êtes nombreux à connaître le Fonds mondial depuis ses origines bien mieux que moi. Je pense que tant qu'on était sur un effort d'urgence verticale qui demandait déjà une grande concentration d'énergie, la question du système posé en tant que tel n'avait pas sa place, entre guillemets. Si on fait les 9 milliards dont j'ai parlé, qui sont l'investissement global depuis la création du Fonds mondial, ce sont des additions qu'on a fait en allant chercher dans les subventions. C'est-à-dire qu'en gros, jusqu'à 2020, moi j'ai fait l'exercice en RDC, on ne trouvait pas ces fonds classés dans du renforcement des systèmes. C'était logé dans les subventions maladie, et donc il a fallu vraiment aller regarder ligne par ligne ce qui était financé depuis des cycles pour essayer de repérer ce qui pouvait se raccrocher au système. Et c'était vraiment fait, je dirais, à part le SNIS. Et sur le SNIS, il faut quand même reconnaître que l'effort est en train de porter ses fruits. À part le SNIS, le reste, c'était quand même des investissements directement liés à la mise en œuvre de la subvention. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on a vraiment des équipes qui connaissent bien que leur maladie, pour aller très vite, et qui, je pense, avaient aussi peur de ce que le système, au sens très large du terme, peut signifier. C'est un peu la boîte noire, quoi. Je crois que finalement, certainement que le débat est arrivé très tardivement au Fonds mondial par rapport à d'autres bailleurs, mais j'ai envie de dire, et encore, parce qu'ils sont quand même pas les seuls à avoir une difficulté à appréhender la question du système, et on est encore loin du compte. C'est-à-dire que aujourd'hui, même dans la structure, vous avez un département qui s'est étoffé de renforcement du système, qui a du mal à pénétrer, en fait. D'abord, ils ont peu de liens avec les experts maladies, vraiment, et qui ont encore du mal à pénétrer même les équipes opérationnelles. Pourquoi ? Parce qu'on est sur des enjeux qui nous dépassent, et que c'est finalement plus simple, et je dis simple vraiment avec des guillemets, de travailler sur le nombre de nouvelles personnes dépistées que de travailler sur l'amélioration de la chaîne d'approvisionnement. La dernière chose, c'est que pendant une période, le Fonds mondial était un outsider dans le renforcement du système et était perçu comme tel, c'est-à-dire dans les pays, ils avaient plus à faire au programme maladie qu'à la direction de la planification ou à des directions centrales. C'est de moins en moins le cas. C'est-à-dire que vous avez quand même beaucoup de pays dans lesquels aujourd'hui le Fonds mondial est le premier bailleur en santé. Et c'est le cas, là je suis en ce moment à Kinshasa, en RDC, c'est le premier bailleur. Et ça veut dire quelque chose, c'est un pays gigantesque, on est à pratiquement 1 milliard de subventions pour 3 ans, c'est quand même des sommes phénoménales. Et donc là, ça devient une responsabilité qu'il sentait moins avant, quand il avait moins d'argent. Mais aujourd'hui, c'est plus possible effectivement de se présenter comme le premier bailleur, de travailler effectivement à des sujets sur lesquels les progrès sont plus possibles si on ne travaille pas sur le système. Je pense que pendant longtemps, une forme de système parallèle était possible. Mais aujourd'hui, où on sait qu'on a eu les gains qu'on pouvait avoir de manière avec ce qu'on faisait, si on veut travailler sur ce qui reste, sur les patients du dernier kilomètre, sur les patients les plus difficiles à atteindre, sur des sujets qui sont des vrais nœuds, comme la gratuité et la couverture santé universelle, on ne peut pas travailler là-dessus si on ne travaille pas avec les acteurs du système. Donc je pense que c'est l'évolution naturelle. Elle a peut-être été lente, mais je pense que c'est vers là qu'on va. Et ce que je dirais, c'est que à la décharge du Fonds mondial, il ne faut quand même pas casser le jouet. Pour avoir travaillé avec plusieurs bailleurs de la santé, c'est le bailleur le plus transparent. Et ça, c'est important quand on travaille sur le renforcement du système. Quand vous élaborez les demandes de financement, donc qu'on élabore tous les 3 ans,
c'est le bailleur qui va vous donner tous ses budgets, qui va vous dire qui va appuyer, qui va vous donner ses coûts unitaires, etc. etc. Ça paraît bête, hein, mais c'est le premier pas vers l'alignement et l'appui au système de santé. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de bailleurs qui arrivent avec une enveloppe, qui ne vous disent pas exactement pour combien de temps, qui rajoutent, qui retirent, qui gardent pour eux, qui vous disent qu'ils vont respecter les coûts unitaires, mais qui en réalité ne le font pas. Donc, ils payent différemment, ils motivent différemment. Et donc, cette désorganisation du système par les bailleurs, c'est quand même l'autre pendant du problème. Madame Boulanger, Madame Boulanger, oui. pardon, je veux vraiment vous demander de conclure votre réponse parce qu'il y a malheureusement d'autres questions, enfin heureusement d'autres questions et malheureusement peu de temps. Et je vous laisse quelques secondes pour finir et puis il va falloir qu'on... Non, allez-y. Ouais. Serge est connecté. Serge, bonjour, vous êtes Emmanuel, avec nous. j'espère que vous m'entendez. Oui, très bien. Alors peut-être... Bonjour à tous. Merci, je suis présent depuis le début et bravo à Christelle pour sa présentation. Merci beaucoup. Je ne poserai pas de questions. Je vais simplement demander, sans poser de questions, quelle va être l'articulation entre Fonds mondial et couverture maladie universelle pour lesquelles tous les pays se battent actuellement. Ouais. Et que gros souci. C'est quand même une question, Serge, mais c'est une bonne question. Alors, Madame Boulanger, par contre, je vais vous demander d'être rapide parce que il est 58 et on doit vraiment terminer à 11h pour l'intervention suivante. Merci. D'accord, merci beaucoup. Bonjour Serge. Alors, il y a effectivement maintenant des feuilles de route pour la couverture santé universelle dans la plupart des pays, en tout cas africains. Le Fonds mondial n'est pas l'acteur, je dirais, qui est le plus vif sur le sujet, même si on voit bien qu'on ne peut pas y échapper. Ça se négocie au niveau des pays. Dans certains pays, quand on a quand même cette colonne vertébrale et qu'elle est bien représentée, notamment dans les plans de développement sanitaire, le Fonds mondial travaille sur le sujet. Mais pour moi, on en est encore loin, même si c'est déclaratif. Dans les faits, on n'a pas des subventions aujourd'hui qui soient suffisamment cohérentes et visionnaires pour dire qu'elles appuient correctement la question de la CSU. Et je pense que de mon point de vue, c'est un leadership aussi du ministère des pays bénéficiaires pour raccrocher les subventions du Fonds mondial à la CSU et leur demander d'être l'un des participants, je dirais, de cette stratégie. Merci. Écoutez, je crois qu'il est à peu près 11h. Alors, il est à peu près 11h. On peut peut-être prendre une toute dernière question, mais vraiment question très rapide et réponse encore plus rapide. Ouais. Bonjour, je suis Marie-Franck Puron-Hens. Je voudrais demander à Christelle, après sa très belle présentation, très claire, elle a dit que l'Afrique bénéficiait de 74% des financements du Fonds mondial. Mais j'aimerais savoir, elle n'a pas du tout parlé à moins que je n'ai pas suivi, du taux d'absorption. Parce que je pense que très peu de pays arrivent à dépenser 90 à 100% des financements alloués par le Fonds mondial au niveau de nos pays. Donc, qu'elle nous dise à peu près quel est le taux d'absorption dans ce pays et quelles sont éventuellement les solutions apportées pour améliorer ces... Oui, Gilles y avait fait référence dans son introduction. Madame Boulanger ? Oui, alors les taux d'absorption sont quand même relativement bons à la fin de la subvention. Ils sont généralement mauvais la première année et demie puisqu'on a un démarrage qui est toujours très lent et que, comme vous le savez, comme les subventions sont en gros entre 60 et 70% faites d'intrants, il faut faire les commandes. Mais une fois qu'on a fait les commandes, avec de l'argent qui ne sort pas de Genève, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme le système, comme l'a expliqué Gilles, cette plateforme, elle est gérée depuis Genève. En fait, la grande majorité des subventions du Fonds mondial, elles restent à Genève. On fait les commandes à Genève et donc on paye à Genève. Donc, quand on a terminé ces commandes, l'absorption n'est pas si mauvaise que ça. Et donc, on a du mal à avoir des chiffres. Ça fait partie des sujets sur lesquels Headspan se bat et sur lesquels on a d'ailleurs des discussions assez difficiles avec le Fonds mondial. Mais on est à un taux d'absorption qui est à plus de 90% à la fin des subventions. On a toujours au moins 6 mois de retard pour savoir exactement quelle est l'absorption finale. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur la dernière année, que j'appelle moi toujours la grande braderie, quand les équipes pays voient qu'il reste de l'argent, c'est le moment où vous pouvez faire votre liste, votre shopping list, pour acheter des camions, pour
les centrales d'achat, des ordinateurs, des véhicules, etc. L'idée étant que tout doit être livré dans le pays avant décembre de la subvention. Mais si vous voulez, l'absorption est bonne. Le problème vient plutôt du fait que les vraies activités qui vont faire la différence sont des activités qui coûtent peu et qui absorbent peu, qui sont les activités des travailleurs, quoi. Hein, mais comme le gros de la subvention, c'est de l'achat d'équipements et de l'achat de traitements, ça, c'est décaissé. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, félicitations encore, Madame Boulanger, pour votre présentation. Merci On a tous infiniment. trouvé remarquable.